Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez de bonnes vacances, hein, il faut en profiter, bientôt fin août. Aujourd'hui on fait une très courte vidéo, ça va porter sur ça. Donc c'est une alim, un chargeur que j'ai commandé exprès pour faire cette vidéo. Surtout pas acheter ça en Chine, parce que c'est un modèle qui coûte pas cher. Il était noté 1,98 € et je sais pas vraiment pourquoi, j'ai pris plusieurs articles et du coup je l'ai payé que 89 centimes, cette alimentation-là. Vous voyez là, la prise, elle est comme ça. C'est tout simplement parce que c'est une prise pour aller sur les prises anglaises en fait. Donc c'est des prises qui sont prévues pour le 110 volts, mais on peut mettre un adaptateur et c'est juste un bout de plastique avec de la ferraille pour avoir comment dire, la prise qui va aller sur votre prise électrique en fait. C'est juste un petit adaptateur comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de composant électronique dedans. Donc cette alimentation-là, le modèle c'est LYW-1230. Donc c'est un modèle 12 volts 3 ampères. Je l'ai ouvert bien sûr. Donc ça, ça va être poubelle, hein, ou alors je vais le garder parce que ça peut éventuellement servir pour faire un petit appareil. Ça sert de boîtier plastique, hein, ça peut être très bien. C'est la seule utilité que je vais en avoir. Sinon la lime, la voici. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dessus. D'autre côté, comme ça. Je vous mettrai des photos juste après. Là, je vais mettre des photos pour que vous puissiez voir bien les composants et des fois les valeurs des résistances. Alors avant de commencer à voir le schéma que j'ai fait à partir de cette carte, si vous aimez la vidéo et surtout pour la faire partager au maximum pour que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo et sachent qu'il ne faut pas utiliser ça, eh bien mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je me régale à les lire, c'est trop marrant des fois. Donc voilà, on attaque maintenant le schéma. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment une toute petite vidéo, vraiment toute petite. Donc allez, on commence. Ici à gauche, on a le 220 volts chez nous en France, en AC alternatif. On peut le brancher aussi en 110 volts dans un autre pays que la France, un autre pays que l'Europe. Hein. En Europe, on est en 220. Ensuite, on a une résistance fusible ici de 0,47 ohms 1 watt. Donc, si jamais il y a un souci avec l'alimentation, cette résistance fusible, elle va cramer. Ça sert comme un fusible en fait. Ça évite d'avoir un incendie chez vous. C'est quand même bien. Sur cette carte, ils l'ont mis. Donc sur cette carte, c'est la résistance qui est ici, la résistance fusible. Le 220 arrive ici. La carte, vous voyez, il y a des petits connecteurs qui s'enfoncent directement sur les petits picots qu'on voit ici. Donc je remets bien le schéma, parce que bien sûr ça a bougé. Hop. Donc le 220 à gauche, et on ressort à droite en 12 volts DC, continu. Donc on va passer directement par un pont de diode, un mini pont de diode. Donc lui, il est en version CMS. Et il est où? Il est ici, le petit carré noir là que vous avez. Ça c'est le pont de diode. Donc c'est un MB10F, on va dire que c'est du 1 ampère 1000 volts. Donc là j'ai pas mis les diodes exprès, on va le faire ensemble pour un pont de diode, parce qu'un pont de diode, ça peut être soit un boîtier tout prêt, on met plus que le plus, le moins et les deux alternatifs, ou alors on prend 4 diodes d'ordressement et c'est parti. Donc déjà pour commencer, il faut faire comme ça. Je vais le faire là parce qu'avec le B, ça va nous gêner. Donc déjà je commence, je passe par l'anode, je ressors hop, par la cathode pour le plus. La tension VCC, le plus VCC. Ici, concernant l'alternative, c'est pareil. Je passe par l'anode et je ressors par la cathode pour le plus. On a deux alternances.
si vous vous rappelez de toutes les vidéos qu'on a faites, ça fait comme une petite vague. Là, je vous fais un trait. Hop. On dit que ça commence là. Hop. Ça recommence. C'est toujours la même vague. Après, ça remonte, descend et ça remonte, etc. Donc là, on va avoir un premier redressement. Et ensuite, on a un deuxième redressement. Double alternance. Ensuite, pour le GND, là, on va être comme ceci. La cathode ici et l'anode là. Le contraire de ce qu'on avait ici, vous voyez. Hop. Donc voici un pont de diode. On peut mettre 4 diodes de 1N4007 par exemple pour faire ce pont de diode. Ensuite, on a un condensateur de lissage. Donc on va lisser la tension. Parce que si on ne lisse pas la tension, quand on grossit au microscope, on va avoir quelque chose, on va dire comme ça, hein. C'est pas exactement pareil, mais presque. Eh bien, avec notre condensateur de lissage, s'il est bien calculé, on va avoir une belle droite là. On aura plus ça à l'oscilloscope. Donc, condensateur de lissage EC1, ils ont mis un 15 microfarad 400 volts. Donc, c'est celui-ci, c'est le tout gros là. Bon, c'est des condensateurs merdiques, hein. C'est des condensateurs verts, faudrait les changer. De toute façon, je ne vais pas utiliser cette alimentation là. Donc là, on a déjà ici, à cet endroit-là, comme on est en 220 alternatif, on est à peu près à 320 volts continu. Ici, vous avez un filtrage. Ça sert en gros de filtrage. Un condensateur de 1 nanofarad ici en parallèle d'une résistance de 200 kΩ 1206, c'est le boîtier, ça c'est du CMS. Donc le condensateur, là justement, il y a un problème. C'est celui-ci, un petit vert là. Donc là, ils ont mis un condensateur de 100 volts. Donc 1 nanofarad 100 volts. Donc déjà ici, il aurait fallu mettre des petits condensateurs céramiques, comme celui-ci par exemple. Vous voyez, les petits bleus comme ça en céramique. Donc déjà, il faudrait remplacer ce condensateur-là par un condensateur justement céramique de 1 kV. Ouais, 1 kV, ça suffit, pas besoin de mettre 2. On peut mettre 2 si on a que ça en stock, mais... Donc celui-là, déjà, il faudrait le remplacer. Il ne devrait pas être là, lui. Enfin, pas un comme ça, en tout cas. Ensuite, on a une diode de redressement. C'est la diode D2. Diode D2, ils ont mis dessus... Alors, je vous la fais voir. C'est la petite diode qui est ici, qui est noire. Donc, dessus, c'est marqué A7. Et en fait, A7, ça correspond à AN4007. Donc, je pourrais remplacer cette diode par une AN4007, tout simplement. Donc ensuite, là, on a un bobinage. Ça, c'est le bobinage primaire. Et dans cette même partie primaire, donc primaire, c'est tout ce qui est à gauche de ma main. À gauche de ma main, c'est le primaire. À droite, c'est le secondaire, tout ça. Donc j'ai encore un enroulement ici, vous voyez. Donc là, je vais avoir 320 volts ici. Je vais passer par le bobinage. Je vais arriver dans mon circuit intégré sur les pins 5 et 6 de U1. Alors U1, c'est celui-ci. Je n'ai malheureusement aucune info dessus. Sur les datasheets, ça ne m'a rien donné. C'est un WT5518D. Je n'ai pas réussi à trouver son datasheet. Ensuite, je vous ai représenté à l'intérieur comme un MOSFET. On appelle ça un circuit contrôleur PWM. Donc c'est lui qui va gérer l'alimentation et dedans on a intégré un MOSFET en plus de puissance. Donc je passe par le drain et ensuite là on a la source en bas qui repart en pin 7. Souvent si vous regardez des alimentations qui sont un peu plus fournies en composants, un peu mieux faites, je veux dire, enfin des alimentations mieux faites, vous avez ici une petite résistance de pied de très faible valeur, genre 0,22 ou 0,47 ohms en 1 watt ou 3 watts suivant la puissance de mon alimentation. Là, eux relient directement
au GND primaire. Donc ça, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je le redis, il faut bien différencier ça ici, 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 même là, c'est le GND primaire. Et le GND secondaire, vous voyez, c'est un simple petit trait. Donc ça, il ne faut pas confondre lorsque vous voulez faire une mesure. Si vous mesurez ici, par exemple, dans le primaire avec vos points de touche, il ne faut pas que j'aille prendre mon GND ici sur le secondaire, surtout pas. Il faut que je le prenne sur le primaire. Et vice versa, si je veux faire une mesure sur mon secondaire d'alimentation, je vais devoir me prendre sur le GND secondaire et pas celui du primaire, surtout pas. Donc quand il est commandé, ce que j'ai ici en pin 5 et 6 passe par le drain, ressort par la source et repart au GND primaire. C'est tout simple. Ici, EC2, 10 microfarads, 50 volts. Je suppose que c'est le condensateur de démarrage en fait. Puisqu'on a un secondaire ici, je vais obtenir une tension lorsque je vais avoir une impulsion qui est donnée par mon bobinage primaire. Donc je vais recevoir une impulsion dans ce bobinage-là et dans celui du secondaire. Je vais avoir une tension. Je passe par deux résistances, R3 2 kΩ et R2 2 kΩ. Donc on appelle ça un pont diviseur de tension. Et ensuite, j'arrive en pin 2 sur mon circuit intégré. Donc je suppose que dans le circuit intégré, il y a une diode de redressement. Et je suppose aussi que cette pin 2 a deux fonctions. L'auto-alimentation déjà. Parce qu'au démarrage de mon alimentation, quand je la branche sur le 220, j'ai une impulsion qui va se faire dans le bobinage. Du coup, ensuite, je vais avoir une tension ici qui va alimenter en même temps mon circuit intégré. Et mon circuit intégré va également faire une contre-réaction. En fait, il va se focaliser sur ce qu'il reçoit en pin 2 pour être sûr que je suis toujours à 12 volts là. 12 volts, c'est parce qu'on a fait un calcul pour avoir cette tension-là en secondaire. Il y a des alimentations qui sont conçues comme celle-ci, qui sont en 5 volts 1 ampère par exemple. Et là, les valeurs des résistances sont calculées différemment pour que l'alimentation soit toujours 5 volts. Nous, dans notre cas, c'est 12. Donc là, ici, il va savoir, si jamais je suis légèrement au-dessus de 12 volts en quelques microsecondes, hein, on n'a pas le temps de le voir, et bien là, il va envoyer le temps de l'impulsion qui est envoyée dans la bobine va être diminué. Donc là, ça va être coupé, je ne vais plus passer par la source. Donc là, ça va descendre. Ensuite, si je suis trop bas, ma tension est trop basse, lui, il va savoir qu'il faut qu'il augmente le temps de l'impulsion ici. Alors quand je dis le temps d'impulsion, je ne parle pas très clairement en fait. En fait, je vais passer par le bobinage comme j'ai dit tout à l'heure, ressortir par le drain et la source, mais il y a un temps, c'est en microsecondes. Donc je peux être par exemple à 10 microsecondes, je vais conduire et ensuite je ne vais plus commander mon MOSFET. Et ensuite je le recommande à nouveau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à différents intervalles de temps, je peux augmenter ou réduire l'impulsion que j'envoie ici. Par exemple, mon MOSFET, je le commande pendant 2 microsecondes, on va dire. C'est-à-dire que ça va passer comme ça et aller au GND. Donc je reçois une impulsion ici. Si je suis trop faible, eh ben, je vais renvoyer une commande dans mon MOSFET. Et là, par exemple, imaginons, je vais conduire 5 microsecondes, donc plus longtemps. Donc ici, si je reçois une tension qui est supérieure à ce que je devrais avoir, eh bien, je vais diminuer le temps d'impulsion. Donc, au lieu de 5, eh bien, je peux commander 2 microsecondes, par exemple. C'est un exemple. Hein. Je ne vous donne pas le délai à chaque fois de l'alimentation. Là, c'est, imaginons, 2 microsecondes, 5 ou 10, ou alors ça va être 1 microseconde, par exemple. Ensuite, vous avez R9, 10 kΩ en pin 3. Donc
Là, ne me demandez pas à quoi elle sert, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. EC2, je pense que c'est le condensateur de démarrage et c'est lui qui est placé après la diode de redressement, donc entre pin 2 et pin 1. Il doit y avoir une diode de redressement justement pour le circuit intégré. Sur toutes les alimentations à découpage, il y a toujours une diode de redressement après le bobinage ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a un condensateur CY1 de 1 nanofarad 1 kV. Donc lui, ils l'ont bien choisi. C'est bien le condensateur qu'il faudrait à cette place-là. Nous, dans notre cas, c'est celui-là qu'il faudrait remplacer. Mettre le même à la rigueur. On peut mettre tout à fait le même. C'est un nanofarad aussi. Entre masse primaire et masse secondaire, vous voyez. Dans les alimentations à découpage, lui, là, dans notre cas C1, il a tendance à claquer. Donc sur les condensateurs céramiques, quand il est claqué, il est souvent en court-circuit. Et vous pouvez voir souvent un trou, un point noir sur le condensateur. Ça veut dire qu'il a cramé en fait. Donc si lui il crame, vous pouvez être sûr que lui, U1, il crame avec. Et la résistance là aussi, le pont de diode, il faut le vérifier. Bon, dans notre cas, si vous avez une alimentation comme ça qui lâche, si vous avez la même qui est HS, c'est inutile de le réparer. Puisque c'est une alimentation très bas de gamme, très mal conçue. La seule protection qu'on a, c'est ici 0,47 ohms 1 watt. Mais sinon, bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, on va passer au bobinage secondaire. Donc là, je vais redresser ma tension avec la diode, la grosse diode. Là, c'est une SB5100. Je vous ai noté au-dessus, c'est 100 volts max, 5 ampères. Nous, dans notre cas, on veut tirer 3 ampères. Les 3 ampères, il faut savoir qu'on ne pourra jamais les tirer dessus. L'alimentation claquera avant de tirer 3 ampères sur le 12 volts. Ça ne peut pas suivre, en fait. Il faudrait un circuit intégré plus costaud, dans notre cas, pour avoir vraiment 3 ampères en sortie. Et peut-être une diode un peu plus forte ici, sur le redressement. Et ensuite, on a le lissage, donc avec le condensateur EC3, c'est un 1000 microfarad 16 volts. Donc là, j'obtiens du continu, comme ici. Redresser, lisser, et secondaire, redresser, lisser. Donc à chaque fois, il faut que l'on redresse et que l'on lisse la tension des condensateurs pour avoir vraiment la bonne tension. Donc je viens de bouger le pied du téléphone qui filme, donc désolé. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une résistance R5, je n'ai pas noté la valeur. Ils ont mis une valeur assez élevée, ils ont mis une 5,1 kΩ. Et ensuite, une petite LED, donc on passe le plus, 12 volts, je passe par la résistance. R5, si elle est là, c'est parce qu'elle va protéger contre le courant qui va traverser dans la LED. Si je ne mets pas la résistance ici, par exemple, si je mets un fil, je vais avoir un courant très important et du coup la LED va claquer, puisqu'elle sera plus protégée. Sur une LED, comme ça qu'on trouve un peu dans toutes les alimentations, comme celle-ci, là vous avez une LED, eh bien on est aux alentours de entre 10 et 20 mA. Donc si j'envoie 1 ampère dedans, c'est sûr, la LED elle crame. Donc là pour un 12 volts, pour la résistance ici on peut mettre 470 ohms ou 510, 560 ohms on peut mettre. Là eux ils ont mis une très forte valeur. Bon. Donc on passe par l'anode, on ressort par la cathode. La cathode c'est le petit trait que vous avez et ici vous avez la masse secondaire. Et ensuite, mon plus 12 volts 3 ampères, je le retrouve sur le connecteur ici. Donc j'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de cette alimentation. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette alimentation là, sauf que si vous avez possibilité de commander une alimentation qui coûte
moins d'1 € ou 3,50 €, c'est que l'alimentation n'est pas bonne. À ce prix-là, on ne peut pas avoir quelque chose de formidable. Il faut quand même y mettre le prix. Bon, des fois, il faut faire gaffe aussi. Il y a certaines alimentations que l'on peut payer cher et qui sont mal conçues. Ça peut arriver aussi. Mais dans la plupart des cas, une alimentation pas chère, c'est déchetterie, c'est poubelle. Donc évitez d'acheter ce genre d'alimentation. Déjà, d'une, en plus, c'est très dangereux parce que vous pouvez mettre le feu chez vous. Donc ça, c'est à faire très attention. À Noël, souvent, c'est les guirlandes électriques qu'on en achète qui viennent de Chine, pas cher, qui prennent feu et qui foutent le feu soit à l'appartement ou à la maison, peu importe où on habite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye. Profitez bien de la fin des vacances qui vous restent. Et bientôt, certains vont être en vacances en septembre. Parce que beaucoup de personnes les prennent en septembre maintenant. Le temps est souvent mieux en septembre qu'en août. Là, ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas dans la météo. Là, c'est pas mes compétences. Là. Ça, vous pouvez me poser des questions. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la météo, c'est pas la peine. Bon, allez, salut